Salut tout le monde, c'est Starter, merci à vous d'être au rendez-vous pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'Alpine F1 Team, ou plutôt d'Alpine Racing Limited, si on en croit le registre des compagnies de Grande-Bretagne. Alpine qui arrive en Formule 1, je vais pas vous mentir, j'étais pas pour. Voilà. Je pensais que c'était plus de l'aspect commercial pour vendre des voitures. Quand on n'a qu'une voiture à son catalogue, ça fait un peu bizarre, mais je me suis trompé, et heureusement. En fait, c'est plus compliqué que cela de voir Alpine qui remplace Renault en Formule 1 après une troisième aventure par la marque aux losanges. Pas la meilleure en plus. Et je dirais même que cette arrivée d'Alpine en Formule 1 un retour vers le futur. Alpine Renault, ça parle à tout le monde. Les berlinettes, les raillis, les sportives à la française, l'endurance, Dieppe, genre et délai, c'est tout ça et plus encore. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la marque, j'en aurai pour des heures. Par contre, je vais vous parler d'Alpine d'aujourd'hui et de ses projets que vous ne connaissez peut-être pas qui sont liés à la Formule 1. On va d'abord parler de la partie industrie, ça va être chiant, je sais. Le 14 janvier 2021, cette année donc, Luca De Meo annonçait la nouvelle stratégie que va prendre le groupe Renault dans les prochaines années. Parmi ces annonces, beaucoup attendaient plus de détails sur le programme F1 d'Alpine. Finalement, il n'en sera rien. Surtout qu'au début de cette semaine de présentation, on apprenait le départ surprise de Cyril Abiteboul du groupe Renault. C'est Laurent Rossi qui le remplace au poste de PDG de la marque, parce que oui, Abiteboul était partant pour diriger Alpine. Il était déjà mandaté d'une mission d'étude par la marque, la suite logique aurait été qu'il en prenne la direction. La seule annonce qu'on ait eue au sujet d'Alpine, c'est son avenir commercial qui sera entièrement électrique. Alors oui, c'est bizarre de dire qu'une marque qui se tourne vers l'électrique est une présence en Formule 1. Mais dites-vous que si Luca De Meo ne donnait pas un avenir concret pour la marque de Dieppe, eh bien elle serait à nouveau morte. Et il faut dire que la marque chère aux passionnés d'automobile aurait pu faire les frais du plan économique annoncé en mai 2020, qui fait encore trembler tout le groupe Renault. Limite, on aurait pu avoir l'arrêt complet de toute activité sportive de losange, que ce soit en Formule 1, le WEC, et même la compétition cliente. Les formules, la Clio Cup, tout, mais vraiment tout. La solution que De Meo a trouvée est de faire d'Alpine la gamme sportive de Renault. Exit Renault Sport et les finitions RS Line. Bon, ça va encore exister un petit peu, mais plus pour longtemps. Hein. Alors c'est une stratégie déjà utilisée par De Meo quand il était à la tête du Seat et qu'il a fait passer Cupra de simple finition sportive à une marque à part entière. Et avec ses propres modèles en plus. Pour Alpine, il applique la même recette. Tout comme pour la renaissance de la Renault 5 d'ailleurs. Il nous a déjà fait le coup avec la Fiat 500 à l'époque. Oui, la Fiat 500, c'est lui. Alors remettre la marque au premier plan et d'en faire une marque d'excellence dans le monde entier, ça c'est l'objectif de Luca De Meo. Et comme meilleure publicité, rien ne vaut le sport automobile. Formule 1, endurance, rallye, circuit, simple et efficace. En dehors de ces annonces sur le plan industriel, ce qui nous intéresse ici, c'est le sport, la compétition. Et on peut dire que les deux marques y sont liées depuis très longtemps. Après la partie industrie, la partie historique. Les noms de Renault et Alpine étaient déjà associés dans les années 50. Jean Rédélé était pilote pour la régie avec à son palmarès plusieurs rails et épreuves routiers comme le Monte-Carlo, le Liège-Rome-Liège ou bien les 24 heures du Mans. Il va même créer en 1952 sa première voiture sur base de Renault 4 chevaux, la Rédélé Spéciale. Mais il devra mettre ce projet de côté en 1955 quand à la demande de son beau-père, il prendra la direction d'un nouveau projet, Alpine. Chose étonnante, mais logique, Alpine est un client pour Renault à ce moment. C'est normal, comme pour la spéciale, les Alpines utilisent les bases mécaniques des autres modèles Renault, comme la 4 chevaux qu'on a juste évoqué. Pour obtenir les composants mécaniques qui équipent les Alpines, eh bien c'est contre rémunération. Et quand Rédélé fait rouler ses voitures en compétition, eh bien cela se fait sans le moindre soutien financier de Renault. D'ailleurs, ça va tourner mal cette histoire.
En 1965 va débuter une lutte en interne entre le service compétition Renault, qui fait rouler des R8 Gardini, et le service course alpine. Si Pierre Dreyfus, patron de la régie à ce moment, n'y prête pas vraiment attention, certains s'en agacent. Le pire, et là j'étais vraiment surpris, c'est que Renault détournera des A110 de route pour qu'elles soient préparées à leur propre compte. Les Alpines Régie qui roulent contre des Alpines Redélé. Comprenez-vous? Alors, cette guéguerre, parce qu'on peut appeler ça une guéguerre, elle prendra fin en 67 quand Pierre Dreyfus décide de proposer à Jean Redélé un partenariat commercial et sportif. Non seulement il propose de changer le statut de client à partenaire pour Alpine avec un vrai soutien de Renault, et surtout de vendre les voitures normandes dans les concessions de la marque, à condition que les losanges soient présents sur les voitures. Alpine devient donc Alpine Renault et scelle à son sort avec la régie. Pour vous dire qu'Alpine et Renault sont vraiment liés, il n'était vraiment pas commun de voir des voitures de route préparées par les équipes Redélé. Depuis tout à l'heure, je vous évoque la fameuse 4 chevaux, mais c'est allé jusqu'à la Renault 5, qui a vu son moteur Cléon Fonte revu et corrigé par les équipes de Dieppe quelques années avant le bureau d'études du Berex. C'est pour vous dire. Ça, c'était pour la partie historique. Revenons au sujet qui nous intéresse, la Formule 1. Quand on regarde dans le détail de l'histoire d'Alpine, la marque n'a jamais pu s'exprimer dans la catégorie reine du sport auto. Elle s'est fait une réputation en rallye, d'où vient son nom d'ailleurs, en circuit également avec l'endurance, mais en Formule 1, jamais. Vraiment? D'ailleurs, à l'annonce d'Alpine en F1, certains ont voulu croire que l'équipe serait basée à Dieppe, comme en bon vieux temps. Ah, si c'était possible aujourd'hui, j'aurais dit oui directement. Et là, non. Enston restera la base de châssis de l'équipe en Grande-Bretagne et Viry-Châtillon, toujours sous le nom de Renault, pour le moteur. Et ce n'est pas comme si Enston fut rénové il y a quelques années et par des privés. Alors construire une nouvelle enceinte en pays diepois, il y a de la place. Enfin, il aurait pu vraiment avoir une équipe de F1 à Dieppe. Tout aurait pu commencer avec l'un de ces deux projets que je vais vous parler. Je dirais même 3 projets, car le tout premier projet de voir Alpine en F1, il date de 1963. Malheureusement, il est resté à l'état de papier. Jean Redélé avait présenté à l'époque un projet pour aller s'engager avec Renault en Formule 1 et affronter les équipes anglaises qui règnent sur la catégorie reine. Mais bon, la régie était trop frileuse pour y aller, et elle va refuser le projet. Mais on va voir que ce n'est pas ça qui aurait pu arrêter l'ambition de Redélé et de voir sa marque au plus haut du sport auto. Et aussi de Renault d'y mettre des bâtons dans les roues. Et encore pire. Dans les années 60, Alpine s'essaye à la monoplace avec la F2 et la F3 au niveau national et européen. Elle va le faire avec des monoplaces qui sont dérivées de la référence de l'époque, la Brabham BT10. Ils ont pris une base, ils l'ont améliorée par la suite. Alpine performe également en endurance dans sa classe à l'indice énergétique avec les châssis M63 et M64. D'ailleurs, c'est au moment que Redélé et son équipe veulent aller encore plus loin, carrément jouer la victoire générale. Pour ça, il faut une nouvelle voiture et avec un nouveau moteur. Parce que les moteurs de 4 chevaux, ça va un temps. Ce sera tout d'abord la A211, qui est une évolution de la A210, puis de la future A220, qui sera d'ailleurs un calvaire pour l'équipe. Alors accessoirement, les grandes instances du sport auto permettent le sponsoring. Et Elf, qui vient de signer un partenariat avec Renault, y voit une opportunité d'entrer en Formule 1. Et la raison est simple, Elf investit massivement dans le sport automobile français. Elle a même sa propre filière de jeunes pilotes au niveau national pour les faire passer à un statut international. Mais le premier objectif est surtout de démontrer la technologie française et de la faire gagner. Alors dans les 2 projets que je vous présente, on va toujours retrouver Elf en première ligne. C'est bien simple, ils iront même jusqu'à financer le projet de la première Formule 1 d'Alpine. D'ailleurs, ce projet a une particularité de l'époque que la FIA n'arrive pas à remettre en place aujourd'hui. C'est l'utilisation commune des moteurs entre la Formule 1 et l'endurance. L'idée est de prendre le moteur de la délicate A220 et de la mettre dans une monoplace. L'Ignis fait son chemin, elle fait son chemin. Finalement, c'est plus compliqué que ça en fait. Dans une interview pour le journal L'équipe du 10 janvier 1967,
Jean Redélé évoque ce moteur pour l'endurance. Et quand Henri Tourneur, le journaliste de l'équipe, évoque la F1, Redélé affirme, je cite, « Je peux vous dire que nous y pensons sérieusement, si sérieusement qu'elle est à l'étude actuellement et que j'espère pouvoir la présenter d'ici 6 à 8 mois. » Ce moteur, justement, il est préparé par Amédée Gordini. Le sorcier a travaillé sur un V8 à 90 degrés avec un bloc en fonte, disposant de 2 culasses et qui dispose chacune de 2 arbres à cam en tête. Le V8 de 3 litres, enfin de 2986 cm3 exactement, propose une puissance de 280 chevaux. Et c'est faiblard qu'en endurance, les moteurs de Ford, Ferrari et Porsche sont proches des 400 chevaux. Et en F1, les moteurs ont une puissance comprise entre 350 et 400 chevaux, que ce soit les V8 ou les V12. Mais Gordini va améliorer ce moteur en modifiant sa course, son alisage et en utilisant des carburateurs plus gros. Le moteur, cette fois, s'approche des 310 chevaux. Bon, c'est encore faiblard, mais ça progresse. Du moins en apparence, parce que le moteur est bien loin de la puissance annoncée. Il y a même une version avec injection directe qui développe 400 chevaux qui est prévu. Malheureusement, ce bloc n'ira pas plus loin que le stade du bon moteur. Si le moteur sera monté dans la A210 et la 220 courant l'année 67, une nouvelle va tomber. Et ça va faire mal. Georges Pompidou, alors Premier ministre du président de Gaulle, accorde un prêt gouvernemental de 6 millions de francs, ce qui représente 8 millions d'euros d'aujourd'hui, pour qu'un constructeur construise et accède à la Formule 1 et gagne un grand prix. Alors non seulement Jean Redélé espère avoir ce prêt, tout comme Amédée Gordini, qui pourrait y faire son retour. Malheureusement, ça ne sera pas notre duo, c'est Matra et Jean-Luc Lagardère qui auront le droit à la subvention. La suite donnera la réussite de Matra Sport en sport auto. Alors, ça écarte un peu l'idée de voir une Alpine F1. Mais ce chemin va reprendre l'année suivante, en 68. Mauro Bianchi et Richard Boulot, l'ingénieur maison d'Alpine, vont forcer la main à Redélé pour relancer l'idée. Du moins, ils n'ont pas eu besoin de lui en parler pour effectuer une première étude de conception de la voiture. Et quand Bianchi et Boulot en parlent pour la première fois à leur patron, ils redoutent un arrêt du projet. Il n'en fut rien. Même pas un reproche. La première Alpine F1 allait pouvoir continuer son étude sereinement. La voiture, baptisée A350, sort des ateliers d'Époise en mai 1968. C'est un châssis tubulaire qui ressemble à tout autre F1. Sa coque est en polyester et pèse 540 kg sur la balance. Pourtant, une particularité est à noter. C'est un système de suspension révolutionnaire où, quand un côté est compressé, l'autre se détend. Une suspension à plat. Prenez des notes, ça s'annonce compliqué. L'avantage de ce système était de garder un angle de carrossage optimal pour permettre à la bande roulante du pneu d'être toujours au contact de la piste. En somme, des roues perpendiculaires en permanence. Quand Mauro Bianchi testa la voiture, il pouvait se permettre de piloter et de freiner avec des repères qu'il avait en Formule 3. Non seulement la suspension plate aidait à ce style de conduite, mais également les pneus Michelin qui équipaient la voiture y jouaient un rôle. Et d'ailleurs, Michelin n'a jamais participé au projet de la voiture. Non, Alpine effectuait plusieurs essais sur les pistes de la Doue appartenant au manufacturier, que ce soit pour la Formule 1 ou même les prototypes. Bianchi était surpris par la tenue de route de la voiture. Il demanda même un essai jusqu'à enlever les barres anti-roulis pour assouplir la voiture. Au début, il disait faut enlever moins. Bon, virez-moi la barre. À ce moment, ils ont pu découvrir que le centre de roulis et le centre de gravité étaient presque au même endroit. Qui dit mieux? Bien sûr, la voiture avait des défauts, des soucis de jeunesse, on va pas se mentir. Et surtout, le déficit du V8 Gordini. Mais malgré tout, chez Alpine, on est confiant. On estime que la voiture est prête. Un engagement est prévu pour le Grand Prix de France 68 qui aura lieu à Rouen-les-Essarts. On ne peut pas faire plus normand comme engagement. Au volant, on retrouve Mauro Bianchi qui va pouvoir s'engager officiellement à un Grand Prix de Formule 1 qui compte cette fois pour le champion du monde et ainsi rejoindre son frère Lucien, Henri Grand-Cyr, et nommé suppléant au cas où. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu, car Renault revient à la charge en ce qui concerne le projet. Officiellement, Alpine travaillait sur ce projet pour la Formule 2 au nom de Renault.
Voilà, on a une petite voiture, c'est un laboratoire, on travaille dessus pour vous si ça vous intéresse. Et surtout, Jean Rédélé sait que la régie ne voudrait pas de la voiture avec son nom dessus. Non, il voulait pas avoir Renault sur une voiture de course. Mais si la voiture peut se battre pour les points, Renault serait contraint à accepter d'aller au bout. Ça, c'était l'idée de Rédélé. Rien n'y est fait. Le mardi avant la course, Renault envoie un télégramme avec le message suivant: nous interdisons l'utilisation de nos moteurs V8 3000 cm3 avec une monoplace en compétition. Ça fait mal. La régie ne veut rien savoir du projet. Et en plus, elle va mettre en cause la faible puissance du moteur face à la concurrence. Et que ce dernier est trop éloigné de la série. Oui, on fait pas de V8 chez Renault. Dommage. Et le pire, si Renault met un frein à l'engagement d'Alpine en Grand Prix, ils vont carrément mettre un terme à toute autre tentative d'essai de rouler pour Alpine en demandant tout simplement de détruire la voiture. L'A350 est mise au rebut. La deuxième tentative pour Alpine d'entrer en Formule 1 vient de rater, mais si proche du but. À quelques jours. Lors des annonces de Renault le 14 janvier, on a pu voir un premier visuel de la monoplace 2021, principalement noir avec le logo sur l'arrière du capot moteur. Dans son discours, Laurent Rossi expliquait que la robe noire est un hommage au premier prototype en 1975. Oh que oui, ils peuvent lui rendre hommage à cette Alpine A500 qui viendra plus tard Renault RS01. Mais son histoire, elle est aussi compliquée et même douloureuse. On retrouve toujours les mêmes acteurs dans cette histoire. Renault, Alpine, Gordini, Michelin et Elf. D'ailleurs, c'est encore Elf qui va pousser pour ce nouveau projet. Le pétrolier n'est pas que partenaire pour Alpine Renault, malgré le financement de la défunte A350. Elle a pu faire son arrivée en F1 avec Matra en 67. Ça va pas durer longtemps car à la fin 70, Matra s'associe à Simca et change de partenaire technique pour Shell. Elf est quand même encore présent dans le paddock avec la nouvelle équipe Tyrrell qui se lance dans le grand bain de la F1 et surtout impose ses protégés comme François Sévère et Patrick Depailler. Mais au fond, Elf veut rester le partenaire d'une équipe française. En 1972, elle va frapper directement à la porte de Renault pour un nouveau projet F1. Mais, comme la dernière fois, Renault n'est toujours pas intéressé, surtout après le coup de grâce qu'elle a donné au projet de la 350. Elle préfère se concentrer avec Alpine et Gordini sur l'endurance. Malgré tout, il va y avoir un peu de changement d'état d'esprit, et le losange finira par accepter de tenter l'expérience, à condition de le faire avec une technique novateur et surtout jamais utilisée en Formule 1. Ah bah y a le choix, hein. On prend quoi les mecs? Renault va s'arrêter sur le turbocompresseur. Idée de fou pour l'époque et très américaine sur le papier. Et surtout, ce discours qui tourne en boucle, mais en boucle, pour dire que c'est impossible de gagner avec un turbo en Formule 1. Et pourquoi pas? Et en plus, le règlement ne stipule pas si le moteur doit être suralimenté, c'est pas interdit comme c'est pas autorisé. Alors là, vous m'excuserez, mais ici, on joue un peu avec les mots. Hein. Depuis 1950, rien n'interdit qu'un motoriste utilise la suralimentation. Pour preuve, l'Alfa Romeo 158 qui a dominé la saison de 1950 disposait d'un 6 cylindres en ligne, d'une cylindrée d'1,5 litre équipée d'un compresseur, quand elle a affronté des gros moteurs atmosphériques de 3 litres. Alors ce qui fait la différence ici, c'est qu'on utilise un turbocompresseur. Si le compresseur accélère l'air qui entre dans les conduites d'admission du moteur, le turbocompresseur va aussi accélérer l'air de l'admission et les gaz d'échappement en sortie. Et un obstacle qui va encore bloquer Renault. Les pépettes, le financement de l'étude du moteur. Parce que ça va coûter cher. Il y aura de la casse. Que ce soit sur le banc de test ou sur la piste. D'ailleurs, dans le banc de test, ça va coûter cher en peinture. Hein. Mais Renault sera soulagé quand Elf va prendre en charge les coûts de développement du moteur. C'est une bonne nouvelle et les études peuvent commencer. Renault va envoyer en observation une équipe d'ingénieurs en Amérique dans un championnat ancêtre de l'IndyCar pour étudier l'utilisation du turbo qui fait fureur là-bas. Parmi eux, on peut noter la présence d'une future figure de Renault Sport en F1, Bernard Dudot. Déjà associé à Rédélé et Alpine, il va travailler sur la mise au point du futur V6 chez Gordini.
Ce V6 Gordini type CH1 sera d'abord atmosphérique et va développer une cylindrée de 2 litres. Car il sera monté dans un premier temps dans l'Alpine A440 en 1973, puis dans la A441 l'année suivante. En clair, le nouveau programme d'endurance d'Alpine servira d'abord de fiabiliser la future mécanique. Ce moteur d'ailleurs, on le verra également en Formule 2 avec 2 titres en 76 et 77. Pour qu'il passe en F1, il doit descendre à une cylindrée de la ligne 5 et adopter le turbo. Pour cela, une évolution du CH1 équipé d'un turbo, qui sera baptisé CHS, sera montée rapidement dans la A441T pour turbo, puis dans la A442. Et du moteur CHS va devenir le futur Renault Gordini EF1 qui sera testé en privé dans le châssis de l'A441. Bon, la voiture elle n'est pas vraiment adaptée pour ce qu'il veut suivre par la suite, et le développement ne se passe pas très bien. Donc à Dieppe, on est chargé de construire un prototype de F1. Ce sera le châssis A500. Dessiné par André de Cortanze, sa physique tranche par rapport aux autres voitures de course. Elle est peut-être pas très élégante, mais surtout elle n'est pas bleue, mais noire. Le premier test a lieu en Espagne à Jarama avec Jean-Pierre Jabouille au volant, qui est dans l'affaire depuis le tout début. Et en plus, les premiers roulages vont se faire d'abord avec des pneus Goodyear, avant que Michelin ne remplace la firme américaine, et avec les pneus radio dont la firme de Clermont-Ferrand veut amener en F1. Ici aussi, les tests ne vont pas très bien se passer. Entre le temps de réponse du turbo, les surchauffes, c'est un peu compliqué. Mais chez Alpine, on rêve enfin de faire de la F1, que ce soit Jean Redélé et ses hommes. Et malheureusement, rien ne va encore se passer comme prévu. Et pire, cela va se passer très mal pour Alpine. Tout de suite la page politique. Ah oui, là on rigole plus. Pierre Dreyfus, encore à la tête de Renault à ce moment, ne peut pas supporter le succès d'Alpine Renault en endurance. Alors oui, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, Dreyfus n'aime pas que l'on retienne que Alpine et pas Renault, parce qu'à chaque succès en course, Renault ne profite pas des retombées publicitaires. Et en plus, il ne croit pas du tout à une victoire au Mans par la marque diepoise. Bien aidé par une grève à Dieppe en 72, il décide donc de prendre ce problème publicitaire au sérieux et en 73, il fera de Renault l'actionnaire majoritaire d'Alpine avec 55% du capital pour l'ex-régie. Jean Redélé en gardera 45%. Alors malgré tout, Alpine-Renault-Alpine, comme il était marqué sur les engagements officiels, ne disparaît pas vraiment. Mais en 75, c'est un grand changement à la tête de Renault. Dreyfus laissant sa place à Bernard Vernet-Paliez. Ce dernier décide de réorganiser tout le programme compétition de Renault, avec comme idée de fusionner le programme course d'Alpine et moteur de Gordini sous une seule et même appellation, Renault Sport. Et la rumeur de la fusion ne plaît pas à Dieppe. On a peur de perdre à nouveau une chance d'entrer en F1, et surtout de ne plus être dans tout programme sportif, et encore être moins indépendant de Renault. Et il faut dire que le rachat en 1973 ont tendu les relations entre Renault et Alpine. À Dieppe, on prend un pari. Rendre public le projet en présence de plusieurs journalistes, dont ceux de Top Hebdo, pour qu'ils parlent d'une future arrivée d'Alpine en F1. En faisant cette révélation, ils espèrent discréditer Renault. Ça ne marchera pas. Renault est bien décidé à lancer son nouveau programme en compétition. Et pour le bien faire comprendre à la ferme de Dieppe, elle va reprendre toutes les études de recherche sur le moteur et le châssis A500 qui sera repeint en jaune pour la suite des essais. La suite du projet, tout le monde la connaît. Renault Sport arrive en 1976. Elle est dirigée par Gérard Larousse, va quitter Dieppe et s'installer à Viry-Châtillon dans les anciens locaux de Gordini. Il développera en interne sa première Formule 1. Sans l'aide d'Alpine, il y a encore moins de Tyrrell avec qui un accord fut passé avant qu'il ne tombe à l'eau. Pour la troisième fois, Alpine rate son entrée en Formule 1, mais cette fois pour des raisons politiques et de désobéissance. Ce sera la goutte de trop pour Jean Redélé qui quittera son entreprise en 1978. Il ne verra pas sa marque entrer en championnat du monde de Formule 1. Alpine a commencé à disparaître petit à petit jusqu'en 1995 où l'usine a accueilli la première voiture de route badgée Renault Sport avec le Speeder.
Beaucoup ont espéré revoir la marque revenir. C'est devenu le cas en 2012 avec le retour en grande pompe de la marque. Et puis 2015 avec la révélation du démocar Alpine A60, que ce soit au Mans, dans notre salon, et même au rendez-vous Alpine de Dieppe. Et surtout en 2016, l'Alpine Vision. Et en septembre 2020, Monza, Luca De Meo qui annonce l'arrivée d'Alpine en Formule 1. En fait, c'était pas un coup publicitaire qu'il fallait voir, mais une revanche sur l'histoire. Il suffit de voir qu'au tout début, que Renault n'a jamais voulu de la F1, car c'était trop éloigné de la série, ou alors trop peu populaire à son goût. Mais elle a su en profiter malgré tout par le biais du travail de ses partenaires, jusqu'à les absorber sous le même nom, et même à en jouer de la politique. Et honnêtement, Alpine en F1, je vous l'ai dit au tout début, je voulais pas parce que Renault avait tellement, tapé là où ça fait mal pour Alpine, pour la F1, je me suis dit non, c'est impossible. C'est impossible de voir Alpine en F1. Renault leur a toujours dit non. Puis finalement, avec le recul, et quand on apprend un peu plus sur le cas des Mio, déjà, on apprend une chose. C'est un passionné. Il aime bien ce qui est compétition. Et puis de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire pour Renault, pour Alpine, c'est tout simplement logique. Il est en train de venger tous les anciens d'Alpine et même Jean Redélé. Et je pense que là-dessus, c'est réussi. Oh que oui. Et c'est dessus que la vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à partager, donner votre avis sur l'arrivée d'Alpine. Savoir si vous avez déjà entendu parler de ces projets de Formule 1 par la marque diepoise, que ce soit la 350 ou la A500. N'hésitez pas à commenter, à partager, ça me ferait tellement plaisir. Starter, c'est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la cloche pour les notifications. C'est également sur Twitter avec le @Starter Débrief. On se retrouve très vite pour parler de sport mécanique. Merci à vous, bravo et à bientôt.